Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous avez vu, ce soir, je ne suis pas seule. Je suis avec Christine Gratton. Christine, bonjour. Salut Alexia, merci de me recevoir. Écoute, je suis ravie parce que voilà, ce soir, ça va être un live vraiment extrêmement important, je pense, et extrêmement plaisant puisqu'on va pouvoir échanger avec vous tous qui êtes là et avec Christine qui est formatrice en aromathérapie au Canada et moi-même. Et donc, on va vraiment aller voir percer ces mystères de quelles sont finalement les différences entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au Canada. Alors, il y a déjà pas mal de personnes qui sont là avec nous ce soir. Sandra, coucou. Laurence, parfait. Et puis, il y en a qui ne se sont pas renommés. Donc, malheureusement, je n'ai pas les noms dans le chat. Alors, il y a Sandra qui te dit bonsoir à toi aussi, Christine. C'est une élève de la formation. Sophie, une élève qui est là aussi. Bonsoir à vous toutes. Donc, super. Alors, n'hésitez pas, c'est vraiment un live interactif. Voilà, donc vous vous arrêtez quand vous voulez, vous nous posez vos questions, que ce soit à moi ou à Christine, et on sera trop heureuse de pouvoir vous répondre. Alors, Christine, je te laisse commencer à l'inviter l'honneur à te présenter à toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir. Génial. Ben, merci Alexia, merci de m'inviter. Très, très heureuse d'être en live avec vous ce soir. Nous, c'est en après-midi pour le Québec. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ici ce soir avec vous. Alors, comme Alexia l'a nommé, je m'appelle Christine Gratton. Je suis à la base, évidemment, aromathérapeute certifiée et herboriste. Donc, ça fait déjà 7 ans que j'ai le bonheur d'être dans ce merveilleux domaine des plantes aromatiques et médicinales. Et j'ai créé une école en 2021 qui s'intitule Vivace Holistique, qui est une école d'aromathérapie scientifique et holistique qui est en ligne, la plupart du temps des modules en e-learning, donc des formations préenregistrées. Mais évidemment, je reste disponible là, à mes étudiants et mes étudiantes. Alors, ça me fait très plaisir d'être en live avec vous. Puis j'ai eu la chance de tisser une belle amitié avec Alexia parce qu'évidemment, on s'est rendu compte rapidement qu'on a évidemment un centre d'intérêt qui est commun, mais on a beaucoup de similitudes dans nos façons de faire et dans le travail qu'on fait au quotidien. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a encore plein d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc, il y a Soraya
qui est avec nous ce soir, il y a Tom qui est avec nous ce soir, Myriam, enfin voilà, plein de monde. Bonsoir tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez. Est-ce que vous venez du Canada, de France, je sais pas moi, de Tombouctou, du Mali, du Maroc, peu importe. Comme ça, on voit un peu tout le monde avec nous ce soir. Comme Christine le disait, ben, vous aurez tout de suite compris une grande complicité et des grands liens qui se sont tissés avec Christine, puisque ben, finalement on fait quasi la même chose toutes les deux avec notre école de formation. Alors moi avec cette approche un peu plus aromathérapie scientifique et Christine vraiment avec toute l'approche holistique qui entoure les huiles essentielles. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez, et ça c'est important, que 70% maintenant des patients veulent pouvoir se soigner de manière naturelle? Et est-ce que vous savez que 90% des professionnels de santé ne connaissent pas d'alternative naturelle pour soigner leurs patients? Donc, c'est vraiment très étrange. Alors, pour la petite anecdote, moi, ben, la plupart qui me connaissent bien, vous savez que j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein en 2014, que j'ai laissé mes huiles essentielles de côté parce que les médecins me disaient ah, surtout pas d'huile essentielle, voilà. Que vous imaginez qu'elle a beaucoup souffert, qu'il y a eu beaucoup de douleurs et qu'à sa disparition, je me suis dit que ben, plus jamais ça. Et que donc, ben, ma mission de vie, tout comme celle de Christine d'ailleurs, c'est vraiment de former le plus de professionnels de santé à l'aromathérapie. Donc voilà, toutes les deux formatrices en aromathérapie. En 2019, j'ai créé mon centre de formation en aromathérapie pour professionnels de santé francophones en ligne. Et l'aromathérapie, c'est vraiment un marché en pleine expansion. Et il faut vraiment que les professionnels, comme je le dis, puissent répondre aux demandes de leurs patients. Donc les formations, en tout cas en ce qui concerne les miennes, Christine, c'est un peu différent, on va y revenir, s'adressent plutôt aux professionnels de santé, donc que ce soit les naturopathes, les sophrologues, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, j'ai même eu des dentistes de Casablanca, voilà. Le but est vraiment d'arriver à former toutes ces personnes pour qu'elles puissent conseiller les huiles essentielles à leurs patients. Toi, Christine, je pense que tu t'adresses vraiment au tout public, hein, de pouvoir vulgariser l'aromathérapie. Parle-nous-en un peu plus. Oui, ben en fait, j'ai 2 clientèles cibles. J'ai les thérapeutes, un peu comme ta clientèle, donc les naturopathes, les herboristes, ça peut être un massothérapeute qui a envie d'apporter l'aromathérapie dans sa pratique, mais vraiment d'avoir un côté, plus ludique avec la diffusion, peut-être utiliser une huile essentielle dans une huile à massage. Alors tout type de thérapeute en santé, alternatif, intégratif, tout dépendant là, le terme qu'on utilise. Et je m'adresse aussi aux particuliers, au grand public, parce que souvent, on a des étudiants qui adorent l'aromathérapie, qui sont passionnés comme nous, qui ne sont pas nécessairement thérapeutes, donc qui ne font pas d'officine, mais ils ont tellement de formations à leur actif que c'est tout comme des thérapeutes C'est chevronnés. clair. Alors, c'est intéressant de pouvoir aller chercher aussi cette clientèle qui s'y intéresse. Puis un peu comme toi, le but, c'est que les gens puissent être autonomes. Donc, nous, ici, on ne peut pas dire patients, on doit dire des clients, mais un peu comme toi, là, je te rejoins là-dessus dans le sens que on a envie que tout le monde puisse partager cette médecine-là avec leur Oui, famille, avec leurs amis, pour essayer de s'accompagner au quotidien puis trouver des façons d'être autonome. Évidemment, le système de santé, on en a besoin. Nous, on ne va pas prendre la place d'un médecin, mais en même temps, si notre rendez-vous est dans quelques semaines puis qu'on ne se sent pas bien, on a plusieurs douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Fait que le but, c'est vraiment d'aller offrir une autonomie, que ce soit aux professionnels de santé comme ton école ou que ce soit vraiment de façon vulgarisée et très, très pratico-pratique pour la mienne. Je pense que notre but est le même. oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, cette histoire qui nous rapproche et voilà, cette envie de pouvoir offrir l'aromathérapie et en tout cas toutes nos connaissances au plus grand nombre, de pouvoir partager. Je discutais encore avec Christine juste avant le direct d'une conférence d'Elle Smith qui m'avait un peu bouleversée avec, elle explique les huiles essentielles et les points d'acupression. Et donc, directement, je me suis dit, il faut que je partage ça avec mes élèves. Donc, c'est vraiment ce qui nous anime de partager ça avec, dès qu'on le peut avec les élèves pour vraiment pas de rétention d'informations, donner tout ce qu'on sait. Alors, on va déjà comparer entre le Canada et la France par rapport à l'aromathérapie qui
voilà, est utilisée depuis très longtemps, mais qui malgré tout n'est pas encore structurée, hein, telle qu'elle pourrait l'être, c'est, les associations, d'aromathérapeutes, d'aromatologues qu'on pourrait trouver, en France ou au Canada. Donc je te laisse peut-être Christine commencer en nous expliquant, quel regroupement on peut trouver au Canada. Oui, ben, j'ai l'impression que nous, on a une complexité parce qu'on a le Québec. En fait, le Québec est dans le Canada, on s'entend là-dessus, mais il y a des différences entre ce qui se passe au Québec et ce qui se passe au Canada. Parce que au Québec, évidemment, on parle français. Il y a des gens qui parlent français en Alberta, au Manitoba, en Ontario, mais souvent, si on généralise, ce sont des endroits qui sont majoritairement anglophones, pardon. On a le Nouveau-Brunswick aussi où c'est francophone, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'aromathérapeutes qui proviennent du Québec. Ce qui arrive au Canada, on a une fédération canadienne pour les aromathérapeutes, alors ce qui est génial. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on veut se former en aromathérapie et on est francophone, ben vous pouvez imaginer tout de suite que nos formations nous proviennent de la France, de l'Europe. Alors, on est vraiment formé par exemple, Alexia qui forme chez Pranazen, on est formé par des docteurs en pharmacie, ça peut être certains médecins qui nous donnent des conférences. Alors, toute notre matière provient de chez vous. Donc, on Et apprend pour la petite l'aromathérapie. anecdote, Christine, ce qui Oui, est rigolo, c'est que encore un point commun, c'est que j'avais été formée par Dominique Baudou et que toi aussi, tu as été formée. Donc c'est rigolo. exactement. Alors, à la base, dans le milieu francophone, notre enseignement provient de l'aromathérapie scientifique et médicale, ce qui fait en sorte qu'on pratique un peu comme vous. Par contre, lorsqu'on est anglophone, on va souvent l'étudier aux États-Unis où il y a quelques écoles qui sont anglophones, par exemple en Ontario, qui est à quelques heures du Québec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu anglophone est vraiment basé sur l'approche anglo-saxonne, qui est l'approche axée sur le mieux-être, qui est l'approche où on va retrouver la réflexologie, le côté olfactif, le côté de mettre des huiles essentielles en faisant un massage. Alors, c'est complètement différent de l'approche française, qui est ce qu'on a étudié, en fait, avec les molécules. Nous, on a la voie orale et tout ça. Fait que, si on se rappelle des deux grands courants, des deux grandes approches en aromathérapie, il y a vraiment une différence entre l'approche française et anglaise. Ce qui fait en sorte que cette magnifique association qu'on retrouve, elle est anglophone et elle est axée sur l'approche anglaise. Ce qui fait que nous, par exemple, les Québécois ou les francophones au Canada, on n'a pas d'association. Et vous allez sûrement me dire, mais pourquoi vous n'avez pas essayé de vous associer? C'est un concept qu'on a essayé il y a quelques années, mais premièrement, il n'y a rien de traduit, alors tout est en anglais. Et étant donné qu'ils sont basés sur l'approche anglaise, mais pour eux, on ne peut pas utiliser les huiles essentielles par la voie orale, la voie rectale, la voie Et oui. auriculaire, qui sont des voies d'administration très, très importantes à utiliser, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas eu de consensus encore. Et c'est ce qui fait en sorte que nous, les francophones, par exemple, si je prends l'exemple du Québec, on n'a pas d'association. Alors, c'est complètement différent de vous qui avez une nouvelle association, là, tu vas pouvoir parler sous peu. Donc, moi, j'ai la chance, par exemple, de m'avoir immiscée dans votre association française d'aromathérapie clinique, mais on n'a pas de regroupement ou d'association. Puis en même temps, je vous entends aussi dire pourquoi vous n'avez pas parti un regroupement québécois. Donc, on a essayé il y a quelques années. En 2017, j'étais dans un groupe de travail pour pouvoir monter une association. Mais vous savez, monter un organisme communautaire, souvent, C'est lourd. c'est très difficile, c'est beaucoup de travail et Ouais. on a besoin d'avoir des gens qui veulent s'impliquer et donner énormément de temps. Donc, je vous rassure, je suis certaine qu'éventuellement, on va pouvoir avoir une association parce qu'au Québec, on est très proactif. On a des groupes Facebook, on a des belles écoles de formation. Donc, je suis certaine que, ou j'espère que d'ici 10 ans, on va avoir une association qui va être francophone et qui va pouvoir aussi prôner le côté scientifique de l'aromathérapie. Et d'ailleurs, c'était marrant la petite anecdote, Christine, que tu m'avais racontée. Tu avais été suivre une formation en aroma, mais plutôt du côté États-Unis, et tu étais enrhumée et tu avais osé sortir tes capsules d'origan. Raconte-nous un peu.
Oui, en fait, ce que je racontais à Alexia, c'est j'ai eu la chance en 2019 de faire un stage en aromathérapie en Arizona aux États-Unis avec une école reconnue aromatique. Et donc, évidemment, l'eau, elle est bonne à boire aux États-Unis, mais lorsqu'on est un petit peu hypersensible, ça, on va faire attention. Donc, moi, je préparais le terrain, puis je m'étais apporté des capsules d'origan au cas où que je bois de l'eau puis que ça passe pas, ce qui est évidemment arrivé. Et et les enseignants, la personne qui distillait, ces gens-là n'en revenaient pas comment je pouvais prendre des capsules d'huile essentielle d'origan. Pour eux, j'allais complètement bousiller mon foie. Et en aromathérapie scientifique, au contraire, M. Dominique Baudou avait déjà dit dans une conférence que l'huile essentielle d'origan compact pouvait même aider le foie. Donc, c'est là où on voit vraiment le clash des deux approches. Par contre, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'aromathérapie moderne, ce qui est un petit peu un mix des deux. Donc, c'est comme si les Ouais. deux approches, tranquillement, pas vite, vont venir se scinder. Je ne sais pas si on va s'entendre sur la voie orale ou rectale dès le début, mais c'est plus par le côté psycho-émotionnel. Là. On le voit, Michel Faucon nous a sorti une belle Ouais, Bible ouais. récemment et on parle de plus en plus là, du côté moderne de l'aromathérapie, mais il y a vraiment une différence là, entre le côté anglophone et francophone, malgré que certaines écoles commencent à éduquer sur l'aromathérapie scientifique, parce qu'évidemment, ça intéresse les gens. C'est le fun, le massage, c'est le fun, la diffusion, mais est-ce qu'on peut les utiliser autrement? Donc, il y a quand même un intérêt, là, mais oui, en ce moment, c'est assez comique de voir le clash des approches. Oui, ça m'avait beaucoup fait rire. Alors chez nous en France, on est, bon, on a un peu plus que rien du tout, mais malgré tout, je trouve que c'est voilà, c'est aussi le début d'un lancement de quelque chose parce qu'on n'a pas non plus énormément de choses. Le plus important, je pense, c'est la fondation Gat-Fossé. Donc ça, c'est vraiment, un truc très important qui a été créé en 2008. Donc la fondation de Gat-Fossé, elle soutient le développement de l'aromathérapie. Donc elle agit vraiment en encourageant la recherche clinique, en favorisant la pratique en milieu hospitalier en France et donc elle va vraiment aller permettre aux hôpitaux de réaliser des études cliniques pour vraiment montrer l'efficacité de l'aromathérapie et c'est vraiment important parce qu'il faut apporter des moyens pour mettre en place des preuves finalement. Et la fondation Gat-Fossé, elle est aussi membre fondateur de l'Association française d'aromathérapie clinique dont tu parlais, dont les initiales c'est AFAC. Et il soutient vraiment de nombreux projets. En 2023, par exemple, il y avait Amélie Gaudin, qui est pharmacien au Centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy, dans le Val-de-Marne, qui a étudié l'intérêt des huiles essentielles sur les hématomes post-biopsie mammaire et les huiles essentielles pour réduire le stress en imagerie médicale. Donc c'est quand même voilà l'utilisation des huiles essentielles dans des milieux qui sont quand même assez pointus. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ensuite, on a Françoise Nury, qui est infirmière au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à Lyon et qui a pu carrément mettre en place une formation en interne pour ses équipes en aromathérapie. Donc, on voit que les choses commencent à bouger et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors ça, ça a été la Fondation Gat-Fossé, elle a été créée en 2008 et là, elle devient vraiment très, très active. Donc ça, c'est chouette. En 2022, donc, il y a eu la création de l'Association française d'aromathérapie clinique et ça, c'est vraiment une nouvelle association à but non lucratif pour rassembler, fédérer et accompagner les praticiens de l'aromathérapie clinique en France et dans laquelle d'ailleurs tu es inscrite, Christine. Et donc ça, c'est chouette. Et voilà, là pareil, c'est diffuser des informations sur des études, des expériences qui ont été vraiment faites en milieu hospitalier et sur lesquelles on a eu un retour et qui vont d'ailleurs nous aider, Christine et moi, à partager ça avec nos élèves pour leur expliquer voilà ce qui a été mis en place, voilà ce qu'on peut faire et ouvrir au maximum les horizons du possible. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, on a un congrès annuel qui s'appelle Phytarome Grasse Mm. et qui réunit vraiment les sommités, je dirais, de l'aromathérapie. On les voit tous sur 2 jours dans un endroit à Grasse, Grasse qui est quand même la capitale du parfum, des huiles essentielles et tout. Donc c'est très, très plaisant. Et cette année, ça aura lieu le 27 et le 28 septembre et c'est la 21e édition Mm. de ce congrès Phytarome Grasse. Donc voilà où on en est.
c'est des petites choses, mais voilà, on voit que sur peu de temps, ça a commencé à bien s'ouvrir et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je vais voir du coup ce qui est dit dans les commentaires. On a des bonsoirs de plein de personnes qui arrivent. Et alors, on a Myriam qui nous dit c'est tout un pan à développer l'aromathérapie en oncologie en France. Et c'est vrai que je parlais en 2014 de ce qui était arrivé à ma maman et c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait des huiles essentielles, c'était carrément non, au secours, ne parlez pas de ça. Et ben, quand on fait des membres de cette association de française d'aromathérapie clinique, on voit qu'en oncologie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup d'études qui sont faites. Et donc, je dirais en 10 ans, on est en 2024, finalement, il y a une évolution considérable, même si, bien sûr, ce n'est pas encore assez, mais il y a quand même une évolution considérable dans ce milieu. Il y aura bien sûr un replay, on me demande déjà pour avoir le replay, il y aura bien sûr un replay, il n'y a pas de souci, tout cela est enregistré. Alors ça, c'est pour développer les associations. Ensuite, on a vu quelque chose de très différent, c'est le titre, parce que vous posez tous la question. Pourquoi il y en a qui s'appellent aromathérapeute? Pourquoi il y en a qui s'appellent aromatologue? Pourquoi il y en a qui s'appellent conseiller en aromathérapie? Alors, c'est déjà pas du tout la même chose au Canada et en France, donc déjà, il y a de quoi s'enlever les pinceaux. Christine, je te laisse nous expliquer comment vous vous appelez finalement au Canada. Oui, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, un peu comme vous, là, puis je vole un petit peu le punch, mais un peu comme vous, on n'a pas vraiment de réglementation, de législation par rapport à ça. On est un peu dans une zone grise. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'association, évidemment, il n'y a pas d'ordre. Donc, les gens peuvent un peu utiliser le titre qu'ils voudraient, disons-le comme ça, mais les gens ont la chance de s'appeler aromathérapeute certifié. Donc, lorsqu'on fait un cursus d'aromathérapie scientifique, alors c'est pas une formation de 30 heures pendant une fin de semaine, c'est vraiment un cursus complet qui est normalement à peu près 2000 dollars minimum où on a de 100 à 200 heures. Alors, on va revenir par rapport aux formations, je sais, mais les gens ont la chance d'utiliser le titre aromathérapeute certifié, malgré que les gens peuvent un peu l'utiliser à toutes les sauces. Là. Il n'y a pas de policiers là, qui regardent les titres par rapport à ça. Mais la plupart du temps, les gens qui travaillent en boutique d'aromathérapie, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir des distillateurs, étant donné qu'on est maître des conifères ici au Québec. Les gens en boutique vont souvent s'appeler conseillers en aromathérapie. Souvent, ce n'est pas des aromathérapeutes qui font de la consultation. Souvent, un aromathérapeute va donner des conférences, il va pouvoir être consultant pour certaines compagnies. Souvent, ces gens-là vont être travailleurs autonomes. Mais les gens en boutique s'appellent conseillers, conseillères en aromathérapie, ce qui est super. Ce sont vraiment des conseillers. Et évidemment, en boutique, il y a un minimum de conseils qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas vraiment commencer à faire une consultation comme ça sur le plancher sans être dans un bureau ou quoi que ce soit. Alors, pour nous, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser le thème aromathérapeute certifié. On n'a pas besoin d'être comme vous. Docteur. Docteur, exactement. Je vais te laisser la chance de pouvoir mentionner par la suite là, comment ça fonctionne. Donc, on a la chance d'avoir le magnifique titre, mais ça fait en sorte que des fois, lorsqu'on regarde nos confrères, nos consoeurs de l'Europe, on ne comprend pas trop pourquoi on utilise des termes comme aromatologue, des choses comme ça. Donc, je te laisse démystifier le tout. C'est vrai que tu m'avais dit ça, Christine, tu m'avais dit, mais nous, quand on vous voit aromatologue, on comprend rien. On se demande est-ce que c'est une science obscure, aromatologue, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Et c'est vrai que nous, le terme aromathérapeute, il est vraiment réservé aux docteurs. Donc, aromathérapeute, il y a le mot thérapeute, donc c'est vraiment à la base un docteur qui aura suivi une formation complémentaire en aromathérapie. Donc, le médecin, ben, lui, il est autorisé à traiter une maladie, à établir un diagnostic préalable, à prescrire un traitement et éventuellement des huiles essentielles, on l'espère de plus en plus en tout cas. Mais voilà, c'est les seules personnes qui peuvent s'appeler aromathérapeutes. Et en dehors de ça, si vous avez suivi un cursus important, une formation certifiante en aromathérapie, et que vous êtes, je ne sais pas moi, sophrologue, infirmière, kiné, tout ça, vous ne pourrez pas vous appeler aromathérapeute et donc vous porterez le titre d'aromatologue, aromatologue certifié. Et c'est ça qui perturbe un petit peu les Canadiens, de dire mais aromatologue, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est vrai qu'au Canada, ce sont tous des aromathérapeutes.
Et en même temps, souvent, les gens vont avoir 2 titres, parce que lorsqu'on va parler des formations, vous allez voir que après une centaine d'heures où on étudie l'aromathérapie, oui, on connaît un peu plus les huiles essentielles, mais c'est faux de penser qu'avec 100 heures, tout d'un coup, on devient thérapeute et on se sent à l'aise de faire de la consultation. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé avec mon processus à moi. J'ai commencé à étudier en école de naturo et j'ai fait mon cursus d'aromathérapeute, mais je me sentais pas à l'aise de faire de la consultation parce que oui, on voit des synergies, on comprend, on connaît les huiles essentielles, les familles biochimiques et tout ça, mais après, lorsqu'on a un client devant nous qui nous parle de symptômes, Ouais. ben, étant donné qu'on n'a pas poussé le côté anatomie, physio, pathologie, etc., ben, on est vraiment dépourvu. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens qui sont aromathérapeutes sont également herboristes, sont également naturopathes, homéopathes, florithérapeutes, etc., parce que ça prend beaucoup plus que 100 heures pour être thérapeute et pratiquer. Alors souvent, c'est des gens qui vont avoir plus qu'un titre, là. Tu vois, c'est très intéressant et très différent, tu vois? Donc c'est vrai qu'aromathérapeute, toi, voilà, quand on a face à un aromathérapeute au Canada, ben on sait qu'il nous parle bien sûr des huiles essentielles, mais qu'il a aussi toute cette approche autre que les Mmh. huiles essentielles et finalement, beh, chez nous, aromathérapeute, beh, c'est un médecin, lambda, on va dire, hein, et qui, en plus s'est formé, à l'aromathérapie. Donc c'est vraiment, très, très différent et on dit toujours: «On parle la même langue». On a l'impression que du coup, on fait les mêmes choses, qu'on vit les mêmes choses et pourtant c'est parfois très différent et parfois du coup la compréhension est on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe là-bas?» alors que finalement, voilà. Donc là, ça va bien vous éclairer déjà sur cette grande différence. Alors on va attaquer donc le sujet formation et puis, on répondra à toutes vos questions si vous en avez donc, allez-y, préparez-les. Il y a Myriam qui nous dit: «Il y a aussi le consensus établi en 2018 sur l'aromathérapie en établissement de santé». Oui, c'est vrai et ça, c'est bien, ça avance un peu. Ça avance, on a espoir et avec tous les gens qui ont de plus envie, tout ce moi, c'est l'inconscient collectif de tout ce qui monte pour aller vers ça, je pense qu'on va débloquer pas mal de choses. Alors, parle-nous des formations au Canada. Est-ce qu'il y a des diplômes universitaires? Ce n'est que des écoles privées? Comment est-ce que ça se passe? Oui, ben chez nous, on n'a pas la chance d'avoir les DU, vous avez. Ce sont des écoles privées. Heu, En fait, on a 2 types d'écoles. On a les écoles de naturopathie parce qu'un naturothérapeute, pardon, un naturopathe, parce que oui, je ne vais pas rentrer dans les types de naturothérapie, mais on a d'autres types de types. Mais lorsqu'on veut devenir naturopathe, vous le savez, un naturopathe, souvent, c'est un professionnel qui a une boîte à outils et qui s'est un peu spécialisé dans toutes sortes d'approches. Donc, nous, ici au Québec, les naturopathes, on a des écoles chevronnées, donc très professionnelles, qui sont sur 4 à 5 ans. Alors, c'est très sérieux, c'est à temps plein. La plupart du temps, et ils apprennent l'herboristerie, l'aromathérapie, l'argilothérapie, la mycothérapie. Et donc, ils ont toutes sortes d'approches. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a des cursus pour devenir aromathérapeute qui sont offerts dans nos 2 grandes écoles de naturopathie. La seule chose, c'est que si vous, c'est le cursus d'aromathérapie qui vous intéresse, vous avez comme pas le choix de faire les préalables et les premiers cours. Souvent, c'est à Mmh. peu près la première et la deuxième année. Et oui, c'est un peu coûteux, en fait, là, de pouvoir là, se rendre en troisième année pour aller chercher le cours d'aromathérapie. Alors, d'une part, c'est enseigné dans nos écoles professionnelles de naturopathie. Et on a évidemment des écoles qui sont privées, qui sont soit d'herboristerie ou complètement des écoles qui sont tout simplement avec le thème de l'aromathérapie, où on va chercher le cursus pour devenir aromathérapeute. Ce sont des cursus de 100-200 heures du côté francophone, et du côté anglophone, on voit que c'est du 300-400-500 heures. Alors, c'est beaucoup plus d'heures de formation. Et souvent, le côté anglophone va ajouter le cursus d'un réflexologue parce que l'approche anglaise, c'est autrefois, là, si on retourne à l'époque là, où ça nous provient de l'Angleterre et ça nous provient de Margaret Murray. Elle enseignait l'aromathérapie et la réflexologie ensemble, un peu comme ce que tu nommais, Alexia, les huiles essentielles et les points d'acupuncture. Donc, c'était comme Ouais. une autre type d'approche. Euh,
Donc, ce qui fait en sorte que école privée, évidemment, nous, on n'a pas la chance d'avoir ces formations qui sont reconnues. Donc, ce que je veux dire par reconnu, c'est que ce n'est pas financé par Oui. l'État. Les formations sont reconnues par les associations, souvent du naturopathe ou du massothérapeute, parce que nos thérapeutes ont besoin de faire des formations continues à tous les ans. C'est ce qui fait que la plupart du temps, il y a des gens qui vont venir ajouter l'aromathérapie. Mais c'est ça, du côté privé, souvent ça dure 1 an, à peu près 1 an et demi, et on est dans les 1000, 2000 $, donc j'imagine à peu près 2500, 3000 € pour vous. Euh, alors, je pense que c'est un petit peu moins dispendieux que la France, mais il faut trouver l'école qui nous intéresse. Puis, moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'écoles du côté francophone canadien. On a peut-être 5 écoles, mais en fait, l'intérêt, c'est que on a souvent des gens qui sont intéressés qui vont aller étudier, par exemple, à distance. Avec toi, Alexia Pranazen, c'est complètement à distance, ou avec d'autres écoles d'aromathérapie là, qui sont en virtuel. Comme par exemple, on a une grande école d'herboristerie ici au Québec qui s'appelle Flora Medicina. Et la moitié des étudiants, ce sont des Français et des Ah, trop Européens. bien! Et moi, j'ai eu la chance de faire tout le cursus chez Flora et c'est ce que je trouvais très agréable et très riche de pouvoir échanger avec des gens Ouais. qui venaient de Belgique, puis on voyait leur flore locale dans les cours de botanique. Donc, en aromathérapie, ça se passe aussi parce que on va en parler, mais les gens vont magasiner leur école. C'est important de regarder qui forme. Cette personne-là, elle a quoi comme cursus? Ça coûte combien? C'est sur combien de temps? Parce que je sais que vous, en Europe, vous avez là, des petites formations douteuses qui sont sur Internet, pas Oui. trop dispendieuses. Donc, il faut magasiner. Puis des fois, ça peut arriver que c'est une école en France qui nous intéresse. Toutes les réponses sont bonnes là, quand ça vient à la formation. Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça en fait. Il faut bon, chez nous, avant j'explique vite chez nous comment c'est vrai que c'est un peu comme toi, à la différence que, beh, nous, on a quand même les diplômes universitaires, d'aromathérapie, donc on appelle DU et qui elles, beh, sont reconnues puisque c'est universitaire. Alors malheureusement, elles sont réservé aux personnes qui ont déjà un diplôme universitaire. Donc parfois ça et médical bien sûr. Donc parfois ça restreint un peu les possibilités. Euh, Évidemment, ces diplômes-là sont reconnus par les institutions bien sûr et aussi par les professionnels de santé du secteur bien sûr. Et à côté de ça, ben, tout le monde n'a pas envie de faire un DU à l'université, qui sont pas souvent des DU en présentiel, hein, c'est pas encore en virtuel. Et donc, ben, il y a beaucoup, enfin, il y a quelques, on n'est quand même pas nombreux en France, mais il y a quelques écoles de formation en ligne en aromathérapie. Et ben, du coup, là, on est dans un vide juridique en Belgique, en Belgique, je suis belge, alors voilà, mais en France, je vis en France. On est dans un vide juridique parce que le RNCP en France, c'est le répertoire national je perds les trucs de certification professionnelle. Donc, c'est ce qui reconnaît que tu peux vraiment délivrer une certification. Et en fait, ils n'ont pas encore prévu d'intégrer l'aromathérapie au RNCP. Donc, on est vraiment dans un vide juridique où, en fait, n'importe qui demain peut dire, mais moi, je donne une formation certifiante en aromathérapie. Bon, voilà, c'est pas du tout encore cadré. Et donc, ça rejoint vraiment ce que tu dis, c'est qu'en France, pareil, quand on a envie de suivre une formation certifiante de qualité en aromathérapie, mais on va souvent regarder, OK, mais quelle école t'a certifié? Quel est le titre de la personne qui t'a formé? Ben voilà, si c'est une pharmacienne, un médecin, et bien du coup, ça aura beaucoup de poids que si c'est ben, quelqu'un qui est obscur, on ne sait pas trop qui se cache derrière cette école, il y a beaucoup de marketing, donc c'est vraiment important, avant de s'engager dans une formation, ben, de un, de dire qui donne la formation, de deux, bien sûr, d'aller voir le programme de la formation. Hein. On ne devient pas ni aromatologue, ni aromathérapeute en un mois, en faisant un e-learning à 49 € sur un mois, ce n'est pas possible. De voir aussi mais quelles sont les pratiques, est-ce qu'il y a vraiment des cours où on est ensemble, parce que moi, je pense que même suivre un e-learning, si on n'a pas d'échange possible, c'est difficile d'acquérir vraiment une certification et une vraie expertise. Donc, je pense que c'est
important d'aller se renseigner sur tout ça. Et puis c'est vrai que comme l'aromathérapie a vraiment pour le moment un plein essor, ben, il faut faire de plus en plus attention avec qui on s'engage pour suivre une formation. Donc c'est voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis, même si tu m'avais expliqué qu'au Canada, c'était quand même un peu plus cadré et qu'on avait quand même moins de probabilité de tomber sur une formation qui n'en était pas une que ce qu'on voit en France, quoi. Oui, puis en même temps, je dis toujours, c'est important de savoir c'est quoi son objectif parce que Oui, nous, on a quelques formations pour devenir aromathérapeute certifié, mais il n'y avait pas d'autres types de formations. C'est ce qui m'a mené à créer, moi, une espèce d'entre-deux, parce qu'à l'époque, je donnais des formations en présentiel. Souvent, c'était la pharmacie verte, l'introduction à l'aromathérapie. Puis les gens, ils tripaient, puis avaient envie d'aller plus loin, mais ils n'avaient pas ouais, envie de faire 9 mois de cours, puis de payer 2000, puis de devenir aromathérapeute certifié. Souvent, ce sont des belles formations qu'on a au Québec, très scientifique, mais parfois le particulier, il a comme pas envie d'aller dans ce côté-là, dans cette intensité-là. Et moi, c'est ce qui m'a amené à créer mon espèce de cursus que j'appelle aromathérapie familiale pour donner quelque chose de très sérieux, de très scientifique. On voit les familles biochimiques. Et évidemment, moi, ma formation en aromathérapie, là, pour être aromathérapeute, j'en ai eu 2. Je l'ai pris 2 fois. Puis finalement, c'était la même chose. Donc, j'ai un petit peu perdu mon argent. Non, blague à part. Ça pour dire que je sais que je suis très talentueuse par rapport à ça, puis j'ai les connaissances, mais je voulais vraiment offrir quelque chose de vulgarisé puis de très pratico-pratique parce que nous, ce qui arrive au Québec, c'est une formation qui est très accessible au niveau du prix versus la France. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans ces formations-là, qui se certifient. Et il n'y a personne qui pratique après. Parce que ouais, souvent, bon, l'objectif, c'était juste d'aller plus loin. Parce que lorsqu'on commence à découvrir l'aromathérapie, on a l'impression d'avoir découvert comme une espèce de trésor. Là, on se dit, oh mon Dieu, ça fonctionne sur mon ça fonctionne sur mon insomnie, oh mon Dieu, ma sinusite, tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on a envie comme de partager à ses proches, sa famille, son frère, sa cousine, tout ça. Mais on n'a pas nécessairement envie d'avoir un cabinet puis de faire de la consultation. Donc, ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la formation, mais il y a peu de gens qui pratiquent ou qui s'affichent ou qui font des activités pro parce que souvent, ça a été une formation super agréable, mais ils ressortent avec tellement de trucs scientifiques. Ils n'ont pas trop compris, ils ont aimé ça, mais ils ne pourraient pas te l'expliquer. Fait que ça fait en sorte que oui, il faut avoir une bonne formation, mais c'est aussi important de voir c'est quoi votre objectif. Puis des fois, dans nos écoles, on a des petits cours, des genres de masterclass ou des introductions, puis des fois, c'est comme ces formations-là, ça peut nous permettre de voir, j'ai-tu envie d'aller plus loin? Par exemple, dans ma formation, j'ai plusieurs étudiants, puis j'en ai une en particulier qui m'a dit, j'ai tellement aimé ça, j'ai envie d'aller plus loin. Je pense que j'ai envie de devenir aromathérapeute. Tu me conseilles quel type d'école? Donc ça, c'est super parce que il y a une continuité. Puis j'ai même, à l'inverse, j'ai des aromathérapeutes qui se sont certifiés, qui ont fait 200 heures de cours, qui sont venus suivre ma formation d'aromathérapie familiale en me disant, ben là, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de créer des cosmétiques avec les huiles essentielles, j'ai envie d'apprendre les familles biochimiques d'une façon ludique ou d'une façon différente parce que j'arrive pas à les retenir. Donc, c'est bien parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde-là. C'est oui, c'est hyper riche ce que tu dis et hyper intéressant et il y a une chose, que moi je trouve cruciale, qu'on ait envie de faire de l'aromathérapie familiale ou de l'aromathérapie scientifique et même en aromathérapie scientifique, c'est comme tu dis de pratiquer, quoi qu'il en soit. Moi je dis toujours que l'aromathérapie, c'est comme une langue étrangère. Vous avez beau apprendre l'anglais, je dis toujours dans les livres, c'est très bien, vous avez un vocabulaire incroyable, vous connaissez tout, vous savez faire votre temps, votre truc. Vous allez aux États-Unis et là, vous pouvez pas parler. Et en fait, voilà, c'est qu'il faut se plonger dedans pour que ça vienne, pour avoir des automatismes, des réflexes. Et en aromathérapie, c'est exactement le même principe. Et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai recueilli des élèves qui avaient fait d'autres formations en France et qui étaient bloquées. Enfin voilà, elles avaient étudié énormément et puis elles étaient bloquées de toute façon, elles n'arrivaient pas à conseiller. Et ben, quand elles ont vu mes vidéos sur YouTube et tout ça, elles se sont dit, bah, tiens, j'ai l'impression que je pourrais apprendre encore d'autres choses peut-être avec elles.
Et comme tous les mois, on se voit par Zoom, comme on est maintenant là un peu, avec toutes les élèves, et elles doivent préparer un exercice. Et en fait, là, je les lâche pas. Donc je dis, j'invente, on fait la douleur, ben voilà, il y a de l'arthrose. Et alors, bon, c'est les huiles essentielles. Après, je suis là, oui, mais si c'était un plus jeune, tu pourrais, si elle est enceinte, quelle dilution, oui, mais pourquoi, quelle contre-indication. Et en fait, la personne que je cuisine comme ça pendant 1 heure, elle n'a pas les réponses à tout. Mais en fait, elle est tellement, entre guillemets, à se dire, je dois répondre. Et en fait, elle connaît tous ses cours. Mais là, sur le coup, elle n'a plus les réponses. Qu'en fait, quand je lui dirais, mais non, ça, c'était pas ça, parce que ça, ou ça, ou ça, elle pourra plus jamais l'oublier. Et à force comme ça de pratique, d'exercice, c'est vraiment comme ça qu'on retient l'aromathérapie. Et donc, comme tu l'expliques, c'est Mm. sans ça, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Non, parce que c'est tellement complexe l'aromathérapie, Mm. étant donné les familles biochimiques. Puis lorsqu'on commence, c'est tellement d'informations. Moi, je me rappelle au début, j'étais comme, je comprenais rien, là, les familles biochimiques, même si on les regroupe et tout ça, tu commences, puis tu apprends, tu entends des noms d'huiles essentielles, des noms que tu n'as jamais entendus. Même si avec une vingtaine d'huiles essentielles, on peut faire la majorité de nos synergies, Oui. c'est comme une vingtaine d'huiles essentielles. Puis c'est vrai, c'est ce qui arrive, c'est que les gens, ils prennent cette formation-là. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé quelques années en boutique d'aromathérapie. J'avais des aromathérapeutes qui venaient en boutique puis qui me posaient des questions très, très simples. Puis je leur disais, ben, tu as ta formation, tu le sais, mais si tu ne pratiques pas puis tu le mets de côté, Et oui. tu n'as pas replongé dans tes trucs, tu n'as pas essayé, tu t'es pas. Il faut s'amuser, en fait, parce que sinon, je trouve que après ma barre, tu regardes tes notes, c'est très épeurant parce que c'est tellement complexe, tu as l'impression de devoir écrire une thèse ou de devoir comme. Oh, quelle horreur! C'est comme de faire un casse-tête à 1000 morceaux, tu te dis ça n'a aucun sens, c'est trop compliqué. Mais souvent, moi je disais aux étudiants, lorsqu'on commence, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète plein de livres d'aromathérapie puis on reproduit les recettes. Puis à un moment Ouais. donné, lorsqu'on commence à étudier, là, on comprend pourquoi il y a telle huile dans telle recette. Puis moi, ce que j'aime beaucoup expliquer, c'est comment on peut substituer les huiles parce que souvent, pour l'avoir fait au départ, j'avais des synergies, puis il fallait que j'aille exactement les mêmes huiles essentielles. Puis oh non, j'ai pas telle huile, telle huile. Je me suis ramassée avec une centaine de bouteilles chez moi, ce qui est super pour la collection, mais en même temps, je n'utilise jamais. C'est pas mieux. Donc, c'est de savoir, mais si j'ai pas de la lithyl citronnée, qu'est-ce que je peux prendre Ouais. d'autre? Il y a plein d'huiles essentielles. Puis pourquoi? Fait qu'on dirait que juste ça, ça donne une espèce de posture de confiance à la personne qui utilise les huiles essentielles. Puis moi, je me rappelle, même en étant aromathérapeute certifiée, je me sentais imposteur, là, dans le sens que, comme tu nommais, j'avais toute ma formation, puis en même temps, souvent, on est des gens là, très intenses dans le sens que j'ai pas juste pris une formation, hein, j'en ai pris plusieurs avec plein de formateurs pour comme avoir la meilleure approche, puis tout ça. Puis lorsque je suis arrivée en boutique d'aromathérapie, on donnait du conseil sur le plancher, puis moi, je me disais, mon Dieu, on dirait que je connais rien. Mais c'est pas que je connais rien, c'est que je connaissais tout au niveau de la théorie puis de la famille biochimique. Puis lorsqu'on fait une consultation, avant, après, on peut prendre le temps de revoir le protocole qu'on a envie d'offrir. Mais lorsqu'on est sur le plancher, on a quelqu'un qui arrive, qui nous parle de son insomnie, qui veut une synergie maintenant. On va pas C'est aller comme voir dans les livres. non, c'est ça, c'est des réflexes puis qui se développent au fil du temps. Puis c'est ce que Ouais. j'aime dire aux gens, parce que souvent, les gens voient par exemple, nous, on est des formatrices, puis ils nous entendent, ils nous écoutent, ils se disent oh là là, j'arriverai jamais à être à ce niveau-là. Mais Je en crois qu'il y fait, a des élèves ce soir qui se reconnaissent. on part toutes en quelque part, puis on a toutes été dans cette situation-là, puis sans pratiquer, sans m'avoir un peu cassé les dents, là, Ouais, d'aller travailler ouais. en boutique, puis de me dire, j'ai l'audace, puis j'y vais, puis au début, je posais des questions, je disais, attendez, je vais juste revalider mes notes. Je me faisais des petites notes, là, des petites fiches. Mais c'est normal. Puis là, quand on dit ça aux étudiants, ils se disent, ah, OK, je comprends, je suis normale, finalement. Là, tu vas bien rassurer les élèves. Mais c'est vrai. C'est vrai que nous, on a un bagage, un sacré bagage et de sacrées années derrière de conseils et d'études. Et en fait, c'est tout un apprentissage qui se fait et qui dure longtemps.
Et je voyais le commentaire de Sophie, je vais venir dessus parce que c'est tout à fait ça. Sophie, qui est une élève à moi et qui est quand même sur la fin de sa formation, hein, donc elle termine, et elle dit, j'ai l'impression que plus j'avance, plus il y a à découvrir avec les huiles essentielles. Et elle a raison. J'avais aussi l'impression que, mais j'ai toujours d'ailleurs l'impression que au plus tu connais, au plus il y a encore de choses que tu connais pas. Mais alors ce que j'explique aux élèves, c'est de toute façon, avec le niveau de connaissance que vous avez maintenant, on peut vous montrer n'importe quelle huile essentielle. Du moment que vous allez dire, bah, ok, tu me présentes celle-là, non, je connais pas, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et du moment qu'on va Mhm. vous dire quelle molécule il y a dedans, vous allez retomber sur vos pieds en disant, ah ben oui, bah alors elle doit avoir cet effet-là, cet effet-là, cet effet-là. Et donc d'arriver en fait à sortir de ce presque syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai que sinon, ben, au final, ben, moi, j'aurais jamais lancé mes formations en 2019 parce qu'on se dit, enfin, je pense qu'à ma mort, je me dirais encore, je ne sais pas tout sur l'aromathérapie. Et en fait, c'est pas grave. Et moi, j'avais une amie qui m'a dit, avant que j'ose lancer mes formations, j'ai dit, mais je peux pas, enfin, j'ai pas le niveau de connaissance. Il y en a qui sont tellement plus de connaissances que moi. Enfin, vraiment ce syndrome de l'imposteur. Et elle m'a vraiment fait me lancer en me disant, mais Alexia, en fait, tu es égoïste avec toutes tes connaissances que tu as, pourquoi tu ne veux pas les partager et pourquoi tu ne les mets pas au service des autres? Et ça m'a vraiment fait le déclic où j'ai dit, bah oui, je ne sais pas tout et je dis que je ne sais pas tout, mais ce que je sais, en tout cas, j'ai envie de le partager. Et ça fait toute la différence, en fait, je trouve. Oui, puis à un moment donné, on en parlait juste un petit peu avant. euh, Lorsqu'on se met à prendre 1 million de formations, ce qu'on a tous fait, ce que vous faites probablement à la maison aussi, je trouve qu'à un moment donné, on vient qu'on se perd parce qu'il y a tellement Ouais. d'approches. Puis ce qui arrive, c'est que si on fait juste emmagasiner les formations pendant 5, 6, 7, 8 ans, mais qu'on ne pratique pas assez à côté, à un moment donné, on se mélange. Je disais à Ah oui. Alexia, c'est un petit peu l'aromathérapie, là, il y a toutes sortes de branches, puis elle m'expliquait, ah, je viens de découvrir, bon, les huiles essentielles sur les méridiens, tout ça, puis je lui ai mentionné que j'ai également pris plusieurs formations parce qu'aux États-Unis, ils sont très forts là-dessus aussi. Ouais. Et on a également une acupunctrice québécoise qui est aussi aromathérapeute certifiée, qui a fait un mini-cours qu'elle donnait il y a 2 ans. Puis, pour moi, là, j'avais tellement de plaisir à apprendre ça, mais à un moment donné, ça me mélangeait en fait. Puis, je devenais comme mélangée dans tout ça. Puis moi, j'ai décidé d'être experte, d'être spécialiste au niveau de l'aromathérapie scientifique et holistique. Et au fur et à mesure que les années avancent et que je pratique, que je me sens à l'aise, je me sens ancrée dans ma pratique, c'est là où c'est le moment d'aller Ouais. chercher des approches ou des lunettes différentes. Parce qu'au début, puis inquiétez-vous pas, je l'ai fait aussi, là, on le fait tous, on prend plein de formations, mais il y a un moment donné où c'est comme si ça vient nous handicaper. Puis là, on n'arrive pas à faire le saut de charger, de faire de la consulte, de travailler vous, c'est les pharmacies, par exemple, sur le plancher, parce que là, on voit qu'on ne connaît jamais assez de choses, puis il y a toujours des trucs de différents, puis c'est comme si ça vient nourrir ce sentiment d'imposteur. C'est là où, à un moment donné, faut se lancer, puis on prend un petit pas, puis je vous jure que après, vous allez, plusieurs années par après, ça va être un bonheur, en fait, de rajouter une corde à votre arc ou une Ouais. discipline différente. Puis là, vous allez vraiment l'apprécier davantage, je trouve. Non, tu as tout à fait raison. Et comme les langues étrangères, on va pas aller apprendre 3 langues en même temps, sinon on va mélanger des mots de toutes les langues. C'est le même principe. Excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Ah oui, une question de Sophie Sillard, je vais l'afficher, regarde. Hop, c'est magique. Elle nous dit: «Quelle est la différence entre aromatologue et conseiller en aromathérapie? J'avais vu sur internet que c'était la même chose». Alors personnellement, en France, aromatologue, bah, c'est le titre qu'on va donner, normalement à des personnes qui ont suivi une formation, en aromathérapie quand même. Voilà, aromatologue, normalement on ne se dit pas aromatologue quand on n'a pas suivi une formation quand même sérieuse en aromathérapie. Un conseiller en aromathérapie peut avoir vraiment suivi une petite mini formation, même parfois ils peuvent être formés en France sur l'endroit même où, il y aura des huiles essentielles. On leur donne un petit bagage et ils vont se débrouiller avec ça. Donc, chez nous, c'est plutôt comme ça. Je ne sais pas, Christine, pour toi au Canada, comment c'est?
C'est la même chose. On pourrait lire la question: quelle est la différence entre aromathérapeute et conseiller en aromathérapie? Oui, Donc, aromathérapeute, la personne a suivi un cursus d'une centaine d'heures. Et conseiller en aromathérapie, c'est souvent les gens qui travaillent dans les boutiques bio, dans les boutiques spécialisées, qui ont reçu oui, une formation quand même assez solide, mais sans avoir tout le cursus scientifique. Donc, par exemple, au Québec, j'ai la chance de former les employés dans des boutiques d'aromathérapie et eux se nomment conseillers en aromathérapie. Ils ont des formations complètement scientifiques. On n'est pas sur l'approche énergétique ou holistique, on est vraiment sur le côté français de l'aromathérapie. Mais moi, je n'offre pas la certification ou eux ne sont pas dans des cursus qui vont durer 1 an, là. c'est ça. Ben là, pour le coup, c'est exactement pareil en France et au Oui! Canada. Alors ensuite, on a Myriam, donc Mimi, qui nous dit: «C'est vrai Alexia, ces différents échanges Facebook, visio, etc. sont très importants, car entre la théorie et la pratique, il y a un grand pas et des personnes tellement différentes». C'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est tout enfin la pratique, moi je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. On a beau donner toute la théorie qu'on veut, sans la pratique, ça ne Oui. sert à rien. Alors, ensuite, on a et c'est beaucoup de réflexions que vous avez, ce soir. Pas trop de questions, mais beaucoup de réflexions et c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue, donc n'hésitez pas, le temps a passé vite, il est 20h48. J'avais dit à Christine, on prépare 30 minutes parce qu'on déborde toujours. Pour faire Oui. 1 heure en préparant 30 minutes, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Soraya? Je rejoins tout à fait la réflexion d'Alexia. Des écoles donnent des formations très théoriques et très denses et ne donnent pas la bonne acquisition. Et ça, c'est clair. Moi, j'avais même des élèves qui ont suivi des formations. Elles m'ont montré, elles avaient un cours comme ça, mais super bien fait, hein. Mais le problème, c'est que c'était que des lignes à lire de texte, de Mhm. texte, de texte, et elles étaient seules. Et en fait, bah là, même si c'est très bien fait, moi j'ai vu le contenu, il était très bien, mais à un moment donné, on ne peut pas être confronté à des lignes et des lignes et des lignes, ça devient indigeste, hein. Puis je pense que c'est important Alors, de voir aussi la façon, on se connaît souvent là, en tant qu'étudiant, puis le type d'apprentissage qui est intéressant pour nous. Moi aussi, j'ai déjà oui, entendu des gens qui prennent des formations en e-learning. C'est super, tu fais ça à ton propre rythme, mais il n'y a jamais d'interaction ou jamais possibilité de poser des questions à l'enseignant, en fait. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là, c'était pas en aromathérapie, c'était en yoga. Ces gens-là sont certifiés, mais ils se sentent aucunement compétents pour pratiquer. Puis ben ça, oui, c'est dommage parce que souvent, ces formations-là vont quand même charger un bon montant, là. et oui, oui, oui. Et oui, non, mais c'est exactement pareil chez nous, hein. Alors Cathy qui vient d'arriver, coucou Cathy, Isabelle. Ah ben je suis contente de voir tout le monde ce soir, c'est trop chouette. Alors, il y a Rihanna qui nous dit donc il est aussi important d'aller travailler un peu en magasin d'aromas. Bah, ton expérience, tu peux l'acquérir de mille et une façons différentes, hein. Le magasin aroma, bah, ça peut être une voie pour pouvoir développer tes compétences, mais c'est pas la seule, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Christine. Ben oui, ça dépend de quelle façon on se sent à l'aise. Il y a des gens qui socialement vivent de l'anxiété là, en allant travailler dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Fait que si ça c'est votre cas, je ne proposerais pas d'aller en boutique Aroma. Pour ma part, ça a été une école incroyable parce que oui, j'ai récolté de l'information en suivant des formations, mais en étant sur le terrain avec la propriétaire de la boutique qui avait beaucoup d'expérience, j'ai été beaucoup formée aussi avec des gens expérimentés. Puis pour moi, ça a été une façon rapidement de mettre mes connaissances en apprentissage. Puis moi, ça m'a élevé rapidement dans mon cheminement, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde, là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense, ça peut être des consultations, ça peut, vous savez, même des consultations. À un moment donné, on se sent toujours imposteur. Donc, on sent toujours que de toute façon, qui est-on nous pour faire des consultations alors qu'il y a beaucoup plus compétents. Mais qui êtes-vous vous? Vous êtes quelqu'un qui a déjà tout un bagage à fournir et vous allez acquérir au fur et à mesure du temps des compétences supplémentaires, des connaissances supplémentaires. On n'arrête pas d'apprendre. Donc, c'est tout à fait ça. Alors Sandra qui dit: «Je me reconnais bien là». Je pense que c'est quand on parlait des élèves qui se disaient, «Ouh là là, tout ce qu'elle sait, j'y arriverai jamais». Je pense que Oui. Sandra, elle se reconnaît bien. Mais Sandra, tu avances déjà très, très bien, donc c'est bien. Alors,
Il y en a qui disent ça rassure, on aime l'aromathérapie. Oui, Sophie nous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est vrai, la pratique, c'est très très important. Alors, il y en a qui nous disent c'est rassurant tous ces conseils. Alors, Laurence, ici c'est un peu plus long, donc on va l'afficher. Après avoir assisté à une conférence d'Elke Mills sur l'utilisation des huiles essentielles, ah ben c'est Laurence qui m'avait partagé cette formation en lien avec les points d'acupuncture. J'ai trouvé cette approche intéressante, mais ne connaissant pas les points, trois petits points. Ben oui, je pense que ça demande une approche complémentaire. Alors moi, j'en parlais à Christine de la conférence que tu m'as partagée, Laurence, en disant que c'était très intéressant. Mais pareil, de mon côté, il faudrait que j'ai le temps d'approfondir ça vraiment beaucoup. Et malheureusement, je ne l'ai pas pour le moment. Donc, je survole et j'ai déjà trouvé ça passionnant. Mais voilà, si on veut utiliser cette approche, c'est-à-dire déjà une connaissance des huiles essentielles, qui est importante, je pense, à la base, et ensuite apprendre tous ces points d'acupression, et puis c'est la médecine traditionnelle chinoise, donc ça va chercher beaucoup plus d'autres connaissances que juste ça aussi. Hein. Oui, puis en même temps, moi, je trouve que c'est le plaisir, le bonheur de l'aromathérapie, d'avoir tellement de branches, puis de faire votre tronc commun, de devenir aromathérapeute ou aromatologue pour la France, puis après d'aller s'amuser si vous avez envie de développer ou d'apprendre une autre approche. Par exemple, au Québec, on a une école d'herboristerie qui a ajouté la médecine chinoise tout au long du cursus pour devenir clinicien. Puis il y a des gens, des herboristes qui ont commencé à étudier dans cette école, qui ont vu les cours de médecine chinoise, qui ont tripé, qui ont laissé de côté l'herboristerie, qui ont Ah été se ouais. former en acupuncture, qui sont devenus acupuncteurs et par la suite, qui ont commencé à s'intéresser aux huiles essentielles et ensuite qui ont fait le lien avec les points d'acupression. Puis, je vous dirais, même si vous n'étudiez pas en profondeur cette approche-là, juste à titre de praticien en aromathérapie, de savoir que ça existe, on dirait que ça vient nous nourrir lorsqu'on lit des livres par rapport Ouais, à ça, on prend une mini-formation. On ne va pas nécessairement se spécialiser là-dedans, mais mon Dieu que c'est le fun à savoir. ça c'est vrai, c'est vrai. Alors, Isabelle, c'est très important d'être dans une formation où l'on apprend à faire les liens entre symptômes et famille biochimique d'une huile essentielle, ses propriétés, etc. Apprendre à mener une réflexion scientifique. Tout à fait, Isabelle. Isabelle qui est une élève, c'est vrai on fait beaucoup ça. Je leur dis, on voit du A vers le B, mais ensuite il faut pouvoir faire du B vers le A et de faire les liens et de mélanger tout, parce que si on retient juste par cœur comme ça une monographie, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir aller partir dans tous les sens. En fait, c'est très très important. Euh, Oui, j'ai lu Rihanna, excuse-moi. Rihanna, c'est une élève qui s'appelle Aishata et qui utilise le mail de sa fille où il est marqué Rihanna, mais c'est bien Aishata, oui. Je, je, je m'excuse, Aishata, c'est effectivement. Lino Alexia nous forme très bien en pratique et les cours sont super. Ben, merci, merci Aishata, je l'affiche, mais je dis bien Aishata. Alors, n'hésitez pas, du coup, il nous reste 5 petites minutes si vous avez encore des questions à nous poser. Et puis, profitez de Christine parce qu'encore, voilà, pour les élèves et pour ceux qui sont en France, on se voit tous les mois, mais Christine ne sera malheureusement pas avec nous tout le temps. Donc, si vous avez encore des questions, des choses qui vous intéressent, c'est le moment de poser également vos questions à Christine. Alors, Sophie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, on a tellement de merveilleux outils à disposition. Quelle richesse! Comme cet échange sur les diverses pratiques. Ah, donc Sophie a trouvé ça très riche. Ça me fait plaisir, Sophie, que tu dises ça. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Christine, en fait, au départ, on s'était contacté juste pour échanger sur nos pratiques parce qu'au final, on s'est dit, bah, tiens, on fait la même chose, on fait des e-learning, des trucs. Et au final, il y a tout de suite eu le contact et on s'est dit, mais il faudrait qu'on fasse un live ensemble et qu'on partage avec tout le monde cette différence franco-canadienne. Donc, pour nous, c'était très riche aussi cet échange finalement. Mhm. Puis c'est important
Ben, c'est important. Nous, on aime ça, l'aromathérapie, on aime tout savoir, mais souvent, depuis les dernières années, moi, je collabore beaucoup, beaucoup avec la France. Puis, on a toujours l'impression que la France est plus avancée, puis les Français ou les Européens pensent que le Canada est plus avancé. Donc, c'est Mm, intéressant, justement, de prendre le temps, puis de vraiment voir les différences, les similitudes. C'est pas un sujet qui est vraiment couvert dans les webinaires, les conférences. On trouvait ça non. très riche de pouvoir échanger, puis en même temps, Alexia, au départ, tu parlais des associations, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les Québécois, les Canadiens, on peut la plupart du temps s'intégrer et voir ce qui se fait. Par exemple, la Fondation Gad Fossé, on a accès au PDF, on voit les Oui. recherches qui sont menées. Donc, on a la chance là, d'être en lien. Puis, même si on n'est pas sur le territoire français, de venir nourrir les échanges, les partages, puis vraiment de créer une collaboration qui est internationale parce que faire reconnaître l'aromathérapie, c'est pas chacun c'est soi, c'est vraiment tout le monde ensemble, je pense. Oui, oui et comme tu dis et maintenant avec tout ce qui est de toute façon e-learning et tout ce qu'on peut faire à distance, même les réunions à distance, les trucs, c'est vraiment toute cette richesse aussi, multiculturelle et de différents pays, d'arriver à unir nos forces et vraiment, bah, l'union fait la force de toutes ces connaissances, les mettre ensemble au profit de l'aromathérapie, c'est vraiment, extraordinaire, hein. Ah, il y a, Isabelle qui a trouvé très intéressant de connaître le cursus de formation et les cursus de formation au Canada. Alors Super. ensuite, Soraya, ce serait bien de se faire un stage dans une autre discipline en complément à l'aromathérapie et pourquoi pas l'expérience franco-canadienne. Ben oui, ça c'est sûr. Elle nous a donné envie, Christine, hein, d'aller suivre quelques formations au Canada. Là, ils ont l'air aussi de mettre tellement de formations intéressantes en place que ça donne vraiment, vraiment envie, hein. Hmm. Alors, Aïchata, qu'est-ce qu'elle nous dit? On pourra aller sur son lien aussi pour voir ses contenus. Ah ben bien sûr, hein. Redis-nous donc Christine, Vivace Holistique, c'est ça pour aller sur ton site internet? Oui, exactement, vivaceholistique.ca. Donc, vous pouvez regarder là, sur le site Internet ou me rejoindre sur Instagram, Facebook, YouTube. Je suis disponible un peu Voilà, partout. voilà. Vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose de fascinant avec Christine aussi. Alors, Sophie, vive la coopération, et oui. Alors, on a pas mal de réflexions, c'est chouette. Christine. Ah, Christine, alors ça, c'est une question spécialement pour toi parce que moi, les questions sont déjà posées. Donc, c'est souvent la grande question, où acheter ces huiles essentielles? Et donc, ici, Myriam veut savoir où toi, ben, tu vas acheter tes huiles essentielles quand tu es au Canada. Est-ce qu'il y a des petits producteurs ou est-ce que tu vas chez des gros laboratoires spécialisés? C'est intéressant comme question. Oui, puis c'est dommage qu'on ait la question à la toute fin, donc je vais essayer de faire ça Oui. très, très Non, rapide. non, mais tu prends ton temps, hein, tu prends ton temps, hein, Christine. Tous ceux OK. qui doivent y aller peuvent y aller, ça fait 1 heure, mais tous ceux qui sont intéressés et qui veulent écouter en long la réponse de Christine peuvent rester, parce que c'est intéressant. Ce serait dommage de ne pas aller dessus. Tout à fait. Merci, Alexia. Donc, étant donné que nous, on est spécialisés dans les conifères, évidemment, tout dépendant les valeurs. Je pense que tout dépendant les valeurs de l'aromathérapeute puis de l'importance qu'il accorde à la qualité, les gens vont aller vers soit une gamme d'huiles essentielles qui est disponible au grand public, donc la qualité est moins intéressante, ou quelqu'un, par exemple, moi j'accorde une très grande importance à l'huile essentielle de conifère, la façon que c'est récolté, la façon que c'est distillé, le temps de distillation. Donc moi, je vais chez des petits producteurs qui sont ici au Québec. Donc ça, c'est pour les conifères. Mais pour toutes les autres huiles essentielles, on n'a pas les climats, par exemple, pour faire du tea tree ou de l'eucalyptus radié, par exemple. Alors, nous, on a la chance d'avoir un super site internet qui s'appelle Québec Aroma. Je ne sais pas si c'est .ca ou .com. Et c'est un passionné d'aromathérapie qui va importer de petits producteurs de chez vous, par exemple Astéral, Vitalba,
Nous, en fait, on achète nos huiles essentielles, je pense, des mêmes endroits que vous, parce que c'est ça, on n'achète pas de grossistes. Puis ça dépend aussi de l'importance. Il y a des gens qui peuvent aller en boutique bio et prendre ce qui est disponible. Après, lorsqu'on est aromathérapeute et on connaît des producteurs personnellement, donc c'est pas parce que je suis au Canada que je parle pas avec des aromatologues ou des aromathérapeutes en France. Et on fait venir nos huiles essentielles, en fait, de chez vous ou, par exemple, de l'Australie pour le tea tree, l'eucalyptus, du Madagascar pour d'autres types d'huiles essentielles. Alors, on n'a pas le climat, même si on est capable de faire pousser de la lavande. Évidemment, lorsqu'on étudie l'aromathérapie, on le sait que ce qui nous intéresse pour la lavande, pourquoi c'est une huile essentielle calmante, endormissante, etc., c'est pour ces molécules. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des livres avec des monographies qui nous indiquent le pourcentage des molécules. Alors, oui, la lavande vraie, on peut la faire pousser au Québec, mais on ne retrouve pas toutes les molécules de lavande vraie qui provient de la Provence ou de la Bulgarie. Donc, je vous dirais que c'est un petit peu ça agrémente le milieu touristique d'avoir on a des beaux champs de lavande, mais c'est pas du tout chez vous, ça c'est sûr et certain. Donc ouais, je pense qu'on a les mêmes producteurs là. Et même nous, pour nos huiles essentielles d'épinette, moi j'adore l'épinette, enfin, ben finalement elle vient du Canada. Hein. L'épinette, ça marche dans les deux sens. Hein. Nos conifères, ils viennent souvent du Canada. Nos huiles essentielles de conifères viennent souvent du Canada. Donc c'est Exact. dans les deux sens. Alors j'ai une question qui revient beaucoup. Tout d'un coup, cette question a déchaîné une question qui est la même pour trois personnes. Je vois, je l'affiche une fois. Euh, voilà. Que pensez-vous des huiles essentielles Michael Zaya qui est au Québec? Je ne connais pas, moi, Christine. Alors, oui, ben, Michael Zayat, c'est en fait le fondateur de Zayat Aroma, qui est dans le coin des cantons de l'Est. Alors, eux, ça fait très longtemps qu'ils existent. Aujourd'hui, c'est le fils de Michael qui a repris les rênes de l'entreprise. Donc, Michael est toujours présent. Pour te donner une idée, c'est un magnifique personnage qui est très connecté, qui est magnifique, une grande expérience. Les gens aiment beaucoup aller suivre des stages avec lui. Donc, c'est une entreprise qui est très appréciée au Québec, évidemment. De mémoire, il distille un petit peu des conifères, là, mais je ne sais pas s'ils font toute leur production. On peut également aller sur place pour aller voir une distillation en live, je peux dire ça comme ça. Donc, rien à dire par rapport à Zayat Aroma, dont je connais très bien. Et pour les conifères, vous pouvez aller voir Nature Essence. Donc, c'est Jean Chapdelaine qui orchestre cette distillerie très, très artisanale. C'est ça qui est intéressant au Québec, c'est qu'on a la chance là, d'aller chercher nos huiles à différents endroits lorsqu'on s'y connaît. Ouais. Et Émilie, pour conclure, pour enchaîner, qui t'a posé la question, dit qu'elle a utilisé ces huiles magnifiques et qu'elles vibrent très haut. Oui, ben c'est parce que Michael Zayat, pour certaines collections de l'essentiel, par exemple la gamme pour les chakras, il va je me rappelle plus ce qu'il va faire, mais il fait comme un espèce de rituel en mettant les mélanges sur une fleur de vie. Je ne sais pas s'il va chanter ou en tout cas, il y a tout un rituel qu'il fait avec certaines gammes qui va harmoniser. Et oui, les gens aiment bien aller chez Zayat Aroma pour ce côté-là, en fait, très ouvert, très spirituel, très connecté également. Puis, je pense même qu'il y a une gamme pour les maîtres ascensionnés. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui aiment les synergies aromatiques qu'ils ont créées. Ah, mais tu vois, jusqu'en France. Hein. Et j'avais plusieurs fois la même question, donc tu vois, c'est très très connu en France. Alors, il y a Sandra qui nous dit très intéressant, merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage. Puis il y en a qui dit, peut-on avoir des livres avec les huiles essentielles du Canada? Je sais pas si ça existe, Oui, ça. on a un nouveau livre qui vient d'apparaître dans les librairies qui s'appelle Noble Essence.
Donc, je le regarde. C'est un guide des plantes aromatiques et huiles essentielles du Québec. C'est tout nouveau. C'est Stéphanie Plamondon, qui est une étudiante de Maurice Nicole, qui a étudié avec Dominique Baudou, Michel Faucon, Pierre Francombe, qui est un aromathérapeute chevronné ici au Québec. Et elle, en collaboration avec Alexir, qui est une autre distillerie dans le coin de Québec, qui maintenant fait partie du groupe Bioland qui provient de chez vous. Donc, Stéphanie Plamondon, qui a une boutique d'aromathérapie qui revend des huiles essentielles. Elle fait une collaboration, c'est elle qui a écrit le livre, mais en collaboration avec Alexis, qui distille. Elle a eu la chance d'avoir des anecdotes, des photos, des huiles essentielles à sentir. Parce que juste pour vous faire la différence, c'est que souvent les gens au Québec, ils viennent en boutique d'aromathérapie et ils pensent que les boutiques d'aromathérapie distillent des huiles essentielles. Alors, je vous rassure, c'est un métier en soi. Tu ris, Alexia, mais on a la question tout le temps. Donc, en disant, oh, les gens en arrière, est-ce qu'ils distillent des huiles essentielles? Non, non, ça prend vraiment, c'est vraiment des métiers en soi et les boutiques bio ou les boutiques d'aromathérapie vont acheter de petits producteurs. Parfois, ils vont mettre leur étiquette par-dessus ou parfois, ils vont tout simplement vendre la marque d'un distillateur. Donc, c'est vraiment une distinction à faire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est rigolo d'imaginer que la distillation, c'est juste un petit truc qu'on fait derrière rapidement. Alors, par rapport à ta réponse, quand tu expliques que oui, local, tout ce que tu peux local, et qu'après, ben, il faut importer tout ce qui est nécessaire d'importer, Myriam apprécie cette réponse. C'est vrai que on ne peut pas commencer à cultiver des eucalyptus ni en France, ni au Canada, hein. Ça, c'est pas possible. Et Émilie qui utilise ces fameuses huiles essentielles. Ah, tu voulais dire quelque chose par rapport à importer, Christine? Non, ben, c'était juste pour dire qu'on est bien d'accord avec ce point-là. Puis nous, de plus en plus, surtout dans le livre Noble Essence, on va faire des comparatifs dans le sens que telle huile essentielle québécoise peut remplacer telle huile essentielle grand Oui. public qui vient d'ailleurs. Là, c'est un discours qu'on entend beaucoup, surtout en herboristerie. Évidemment, de prendre des plantes qui poussent près de nous pour nous soigner. Donc, dans ce live-là, j'ai pas eu la chance de parler. Oui, au Québec, on a les conifères, mais on a aussi la verge d'or, on a la monarde didima qui ressemble à l'origan compact, la monarde fistuleuse qui ressemble au Palmarosa. Alors, on peut utiliser nos plantes locales qu'on distille en huile essentielle et on peut faire la comparaison avec les huiles essentielles pas grand public, là, mais à travers le monde. Ouais, et c'est vrai que ça me fait penser que nous, on utilisait beaucoup en France le bois de rose, tu sais, qui vient d'Amazonie et qui Oui. c'est un peu catastrophique au niveau de la déforestation et tout ça. Et en fait, Mhm. ben, sa monographie, c'est vraiment beaucoup de linalol, hein, c'est quasi que du linalol. Et finalement, du coup, ben, dans cette optique, celui que tu décris, on utilise on switch vraiment, enfin en tout cas moi j'ai complètement switché ce bois de rose sur le thym linalol, le thym chémotype linalol qui Mm. pousse ici. Nous, c'est vraiment français. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi aller apprendre à mes élèves d'aller chercher une huile essentielle qui vient d'Amazonie, alors que j'ai le même schémotype de linalol ici, à côté de moi. Et donc, c'est comme tu dis, c'est cet échange d'arriver aussi dans un souci d'écologie, de consommer local et de se dire, ben, par quoi je pourrais remplacer cette Mm. huile essentielle par quelque chose qui est à côté de moi, quoi. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de pratiquer comme ça, quoi. Exact. Je reviens sur Émilie, donc, qui nous disait qu'elle utilise les fameuses huiles essentielles c'était Michael Zayat, De c'est ça, Zayat. pour ses Mm. soins esséniens et qu'elle est hyper contente. Alors, ben là, 21h10, on est bien, hein. Donc je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vais lire, du coup, Isabelle, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Toujours une richesse de partager. Sophie, merci pour cette belle initiative. Bonne soirée à toutes les deux. Aïchata, merci à toutes les deux. Formidable échange. Et ce livre, on peut le trouver en France, point d'interrogation. Elle demande, Aïchata, celui dont tu as parlé. Bon, je suppose que C'est oui, une Noble bonne Essence. question. C'est une bonne question. Puis souvent, Ouais. lorsqu'il y a des livres qui sortent en France, nous, ça prend quelques mois avant qu'ils arrivent au Canada. Donc, Ouais. c'est peut-être la même chose pour vous. Moi, à mon avis, Aïchata, tu vas pouvoir le trouver.
facilement. Mais Aïchata, est-ce que tu vas partir vivre au Canada qu'il te faut ce livre-là? Je ne sais pas. Alors, Laurence, merci à vous deux pour ces échanges très intéressants et de nous faire partager vos connaissances et votre engagement. Et tout ça s'explique dans le livre, nous dit Aïchata. Et oui, si tu veux apprendre plus sur le Canada, Aïchata, noble essence et tu sauras tout. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, ben voilà, c'était vraiment une soirée hyper agréable. C'était hyper chouette de partager tout ça avec vous. Donc, vraiment, merci à toutes et à tous, parce qu'il y avait quand même des garçons ce soir, pour votre présence, parce que ben, j'ai l'habitude de le dire et je le redirai toujours. Si vous n'étiez pas présente, eh bien, rien de tout ça ne serait possible. Alors, il y a quelqu'un qui vient de mettre le lien, justement, Christine, sur Amazon pour avoir le livre dont tu viens de parler. Donc, c'est rigolo. Donc, vraiment, merci beaucoup à toutes pour votre présence. Et puis, merci à Christine d'avoir été présente pour ce partage. Merci Alexia, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Peut-être qu'on va devoir faire une partie 2 éventuellement, on ne le sait pas. Oui. Merci à tes abonnés, tes étudiantes sont vraiment super, super Ouais. intéressés. J'adore l'énergie des messages. C'est un plaisir en fait. Merci de m'inviter encore une fois. Avec grand plaisir. Alors, merci à toutes et à tous, puisque ce soir, voilà, à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Bye!